Le temps que l'on trouve le PowerPoint, on peut commencer ces liens. On a commencé à faire un petit peu ce matin pendant la présentation. Et vous avez vu dans le petit film qu'il y a différents temps. Il y a un temps où le patient va recevoir certains soins. Tous les soins vont être faits lorsqu'il y a eu de toute façon tout un travail de purification. Et que c'est très important que les sens soient purifiés pour accueillir justement toute l'énergie et tout ce lien avec l'univers. Et ce qu'on voit dans la pratique ayurvédique, et qui est vraiment très intéressante, c'est non seulement les sens doivent être purifiés pour être en lien, mais ces sens doivent être liés. Parce que dans cette représentation où le corps humain est un microcosme du macrocosme, en fait, dans l'univers, tout est lié. On a cette conception que dans le corps, tout est lié également. Il faut mettre en correspondance, en fait, ces liens entre eux. Merci beaucoup, Isabelle Célestin, de faire patienter les personnes et en même temps, avec ce petit film, donner une introduction exceptionnelle de l'Ayurveda. L'Ayurveda, cette médecine millénaire, l'Ayurveda, cette philosophie, cet art de vie, comment vivre la vie pour aller vers le bonheur, vers le bien-être, vers l'épanouissement de l'être. Bien sûr, la maladie, de temps en temps, apparaît comme un petit obstacle et comment arriver à se soigner, à se débarrasser de cette maladie. Il y a mille et une méthodes. Il y a des choses qui nous semblent miraculeuses. Juste tout à l'heure, en venant vers ici, une élève, une patiente à moi, il y a quelques mois, elle m'a raconté qu'elle avait perdu le rénal. Et puis, moi j'ai dit que ça vaut mieux être finalement se faire opérer ou avec laser, ça pourrait soigner plus rapidement. Bien sûr, selon l'Ayurveda, il y a certaines plantes, mais plus que les plantes, il y a une énergie intérieure en chacun d'entre nous. Et peut-être des fois ça marche, mais je n'ai pas envie de vous convaincre de tout cela. Et là, on était dans la voiture, et elle nous raconte, et je n'arrive même pas encore à la voir, elle dit qu'elle est allée chez les chirurgiens. On a trouvé que l'urètre était trop bouclé, alors ils n'ont pas voulu faire l'opération comme il faut. Et ils ont dit, on va attendre. Même avec laser, ils ont hésité. Elle est rentrée et ça allait. Et puis ce matin, hier, elle m'avait téléphoné hier qu'elle avait un peu de douleur. J'ai dit que j'étais très occupé, on se téléphonera demain. Et puis ce matin, elle me téléphone en disant une sorte de miracle, tel qu'il est sorti sans faire trop mal, 1 centimètre et quelques de long et 6 millimètres de large. J'ai dit, mais est-ce que médicalement c'est possible? Elle dit, je n'en sais rien, mais c'est la réalité. Alors quelquefois des miracles comme ça passe. Mais ce que nous appelons miracle, le corps est quelque chose d'extraordinaire. Et derrière le corps, l'esprit a une influence encore plus exceptionnelle. Et le thérapeute, le médecin, l'environnement va jouer un rôle très important. L'état d'âme du médecin ou du thérapeute, la pensée qui habite chez la personne qui soigne, ou son calme profond, ou son agitation, ou ses doutes, tout cela fait
qu'un seul tout. Je vais essayer de vous expliquer l'Ayurveda dans quelques mots. Om Anandamayi Chaitanyamayi Satyamayi Parami. Avant de commencer, on sollicite cette énergie éternelle, cette énergie qui était là avant la création, avant notre existence. Cette énergie, celle qui est Ananda, la béatitude, celle qui est conscience, celle qui est vérité, la suprême. Om Tat Savitur Varam Rupam Jyotihi Parasya Dhimahi Yannaha Satyena Dipayet. Que nous méditions sur cette forme de Savitri la plus auspicieuse, sur la lumière suprême qui va nous illuminer avec la vérité absolue. Om Asato Ma Satgamaya. De la non-vérité, amène-moi vers la vérité. Tamasu Ma Jyotirgamaya. Des ténèbres, de la non-lumière, amène-moi vers la lumière. Mrityorma Amrutam Gamaya. De la mort, amène-moi vers l'éternité de la vie, de la joie absolue de la vie. L'Inde, d'où vient l'Ayurveda, est une de ces 4 grandes civilisations. Notre civilisation occidentale, la 4e, qui est dérivée de la Mésopotamie, ou l'ancienne Babylone, qui est actuellement l'Irak. Il n'y a pas cette civilisation de Babylone aujourd'hui en Irak. La Chine aussi, avec l'arrivée du communisme, a un peu perdu, pas tout à fait. L'Égypte des pharaons, qui avaient cette science occulte, mais très souvent ça se trouve que dans les musées. Et la science véritable, la science de la mort, la science de la vie, n'a pas la même continuité. Alors que la civilisation de Mohenjo-Daro locale, qui est la civilisation indienne, il y a eu cette continuité, bien sûr, des hauts et des bas, mais quand même cette continuité de la civilisation indienne avec la langue sanskrit, avec des explications profondes, avec l'expérimentation et, comme dit un dicton sanskrit de l'Ayurveda, que l'Ayurveda doit être pratiqué selon le Desha et Kala. Desha signifie le pays ou l'endroit où vous vous trouvez. Et Kala veut dire l'époque, le temps. Finalement, ce qui est très intéressant, avec ces 2 mots, on couvre les dimensions de l'espace et le temps. D'un côté, l'espace, la longueur, la largeur, la hauteur, exactement l'endroit où vous vous trouvez sur la Terre, quelle altitude, quel endroit, bord de la mer, bord de la rivière, dans une ville, à la campagne. Et puis, dans quelle époque vous vivez? Pas seulement quelle époque, mais à quel moment de la journée, quelle saison. Tout cela est à réfléchir et prendre en considération. J'ai même connu un médecin allopathe, assez bizarre en Inde. Il suivait un peu le système des 24 heures et des énergies
comme dans la médecine chinoise, dans l'Ayurveda aussi, il y a à certains moments donnés, telle énergie est plus haute, telle énergie est plus basse. Et finalement, ce médecin allopathe, il faisait des piqûres à ses patients, mais il disait non, pour vous, voilà. Donc vous venez à 4h30, vous venez à 6h30, vous venez à 10h30. Selon les patients, selon les heures, il faisait complètement le médicament allopathique, mais en suivant, et il avait des résultats extraordinaires. Vous voyez comment lui-même il avait fait sa synthèse, mais je trouve ça très intéressant, que comment même l'heure de la journée va agir sur nous. L'un croit à une évolution, une énergie de progrès, une énergie de changement et de transformation. Parce que quand on reste stagnant, quand on ne bouge pas, finalement, il y a une descente. Il faut constamment un changement. Il y a une phrase en sanskrit qui dit « savoir renaître à chaque instant est le secret de la jeunesse éternelle. » Savoir renaître à chaque instant. Finalement, il faut cet effort-là. Et puis, la même, là en sanskrit, qui dit aussi, et d'ailleurs c'est pourquoi j'ai bien aimé que Isabelle a envie qu'on pratique quelque chose. Je ne sais strictement rien. Qu'est-ce qu'on pourrait pratiquer comme Ayurveda? On ne va pas apporter des bouteilles d'huile et verser sur votre tête ici. Mais quand même, on imaginera. Mais, quelle que soit la méthode, quelle que soit la philosophie, l'Ayurveda nous dit une goutte de pratique est mieux que l'océan de théorie. Une goutte de pratique est mieux que l'océan de théorie. La théorie indienne, pour revenir, il y a du minéral vers le végétal. L'évolution darwinienne commence déjà par la vie. La théorie de l'évolution en Inde commence par la matière qui va tourner vers la vie, et du végétal vers l'animal, de l'animal vers l'homme, et de l'homme vers... Ah, je vous avais raconté ça la dernière fois. Vous étiez là? Pardon? Certains, vous étiez là. Je peux répéter? C'est une petite expérience personnelle, dans le sens que, comme beaucoup d'entre vous, moi aussi j'étais très intéressé par connaître le côté occulte, le côté mystique des choses. Et surtout en Inde, moi-même je dirige ce centre Tapovan, mais le nom Tapovan, j'ai pris d'un endroit dans les Himalayas qui se trouve après la source du Gange. Après la source du Gange, vous traversez le glacier Gangotri, vous montez encore à peu près 1000 mètres, et puis vous arrivez sur une prairie fantastique à 4700 mètres d'altitude. Vous êtes à 4700 mètres d'altitude, mais en même temps, vous êtes tout petit, vous êtes en bas, parce que tout autour de vous, il y a des sommets de 8000 mètres d'altitude. C'est un lieu que j'avais appris où on pourrait méditer sans effort. C'est-à-dire, dès que vous y arrivez, c'est ce que j'avais entendu dire, les pensées s'arrêtent. On n'a pas besoin de faire d'effort pour méditer. Et cette image-là était tellement dans ma tête, à tout prix, j'ai voulu y aller. Bien sûr, quand je suis allé, il y a on peut pas vrai dans cette... Parce que déjà à cette altitude, je pense que l'air est un peu rare, on est un peu sonné, on a léger mal de tête, ou on est un peu dans des états seconds. Mais le deuxième jour, j'étais en bonne forme, j'étais habitué, et c'est pas un calme total, mais une sensation très agréable. Et j'ai voulu trouver derrière, dans les montagnes, s'il y a des grottes et
Et si je trouve un sadhu, un yogi, qui pourrait me donner une illumination, une connaissance, pourquoi pas? En faisant cet effort-là, finalement, je me suis levé tôt, vers 4h, 4h30, à peine le jour se levait, et j'ai trouvé dans une grotte, je suis entré un peu à quatre pattes, une magnifique grotte de pierre, et il y avait un tout petit feu, et le yogi était assis en lotus, presque nu, simplement. Et bien sûr, à cette altitude, il fait froid. Moi, j'avais deux cols roulés bien, avec un oracle et tout ça, et lui, calmement, simplement avec un peu de cendre sur lui. Après quelques minutes de silence, j'ai pensé qu'il va me regarder et je vais regarder vers lui. Ou peut-être que tout ça, au lieu de vous montrer le squelette tout le temps, vous risquez d'avoir des cauchemars après. Après un petit peu de temps, je lui ai posé la question, donnez-moi un secret, quelque chose, une connaissance, une idée. Au départ, il ne m'a pas répondu. J'ai commencé même à avoir peur. Qu'est-ce qu'il va faire? Ces occultistes, ils ont des pouvoirs. Voilà. Mais après quelques minutes, il me dit, oui, moi j'ai essayé, j'ai pensé qu'il ne comprenait pas la langue hindi. Alors j'ai essayé de parler en bengali, en gujarati, au moins 4, 5, 6 langues, j'ai essayé, mais c'était le silence total. Et puis, après, il m'a répondu en hindi, en disant qu'il a compris toutes les langues. J'ai dit, voilà, merci, alors pourquoi vous n'avez pas dit oui dès la première? Après, il me dit, mais pourquoi tu es venu ici? J'ai dit, pour faire l'expérience, et puis avoir la connaissance de quelque chose d'occulte. Et puis je lui pose la question, il me regarde, et puis il dit, mais toi tu sais lire et écrire, n'est-ce pas? J'ai dit oui. Mais tout est écrit dans le livre. Pourquoi tu es venu ici? Je dis, même si tout est écrit dans le livre, mais quand il y a des personnes qui ont la connaissance, ça aide. Il a souri un peu, et après il m'a posé la question, dis-moi, où se trouvent dans le corps humain les cellules les plus intelligentes? Je fais la traduction presque mot à mot. Je ne sais pas si les cellules sont intelligentes les unes par rapport aux autres, mais quand même, j'ai compris le sens de la chose et j'ai dit, ah oui, vous parlez des cellules nerveuses. Oui, alors où ça se trouve? Je dis, dans la tête, dans le cerveau. Oui, et où ailleurs? Je dis, partout dans le corps, mais non, beaucoup plus concentré. Où ça se trouve? Alors j'ai dit, dans la colonne vertébrale. Alors il m'a dit, voilà, c'est là où les gens dits civilisés, où les personnes les plus intelligentes, vous pouvez arriver seulement jusqu'à ce point. Vous ne pouvez pas aller au-delà. J'ai dit, je ne comprends pas. Ah, tu n'as rien compris? Mais regarde, si tu vois la tête, le crâne et la colonne vertébrale, quelle sorte de signe ça fait? J'ai dit, ça fait point d'interrogation. On lui dit, voilà. Ton intelligence, à la forme la plus évoluée, tu seras capable de poser la question. Qui suis-je? Pourquoi suis-je? D'où viens-je? Qu'est-ce qu'il y aura après la vie, après la mort? Ou qu'est-ce qu'il y avait avant la naissance? Toutes sortes de questions tu poseras certainement. Mais pour connaître, il faut changer votre disque dur et la programmation. Alors, évolution de l'homme animal vers l'homme épanoui en équilibre, en harmonie, allant de la perfection, l'homme supramental. Quelque part, sans savoir, l'être humain, dit l'Ayurveda, cherche la beauté, la force, la vitalité, l'énergie. L'être humain cherche aussi la joie, la béatitude, l'épanouissement, la perfection.
Et je vous parle exprès de tout cela, parce que c'est vrai que dès qu'on est dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la maladie, comment dirais-je, méthode de soigner, on ne parle que de la maladie. Dès que vous visitez un médecin, quelle que soit sa médecine, vous savez, mais il vous voit, ah, vous êtes monsieur cardiaque, vous êtes monsieur diabète, celle-là, c'est ceci. Finalement, on vous met l'étiquette de la maladie sur vous. Et à quel degré, après on demande, monsieur le cardiaque, tout de suite vous vous levez. C'est-à-dire vous-même aussi, vous vous identifiez à votre maladie. Et finalement, vous devenez la maladie, dit l'Ayurveda. Et ça, c'est très intéressant. Et puis après, il y a une deuxième chose même. Avant de devenir la maladie, très souvent, dit l'Ayurveda, il y a une relation étrange entre le malade et la maladie. C'est une histoire d'amour, dit un médecin ayurvédique. Si les deux sont amoureux, vous, les médecins, vous ne pouvez pas les séparer. Pourquoi voulez-vous les faire divorcer? Parce que si le malade aime sa maladie, il aime son bobo, il dit, ah, j'ai visité tel médecin, mais il n'est pas arrivé à me soigner. J'ai visité encore un autre, c'était encore pire. Moi et ma maladie, on est intimement liés. Qui est là pour nous séparer? Qui ose nous séparer? Inconsciemment ou subconsciemment, il va dire. Alors, je pense, au départ, dit l'Ayurveda, il faut d'abord attendre que le patient est d'accord pour divorcer avec sa maladie. Quoique maintenant les divorces sont plus fréquents, alors ça va aller plus facilement, tu sais. Les sages indiens pratiquent, alors c'est très intéressant. Dans le texte, parce que moi j'ai d'abord écrit ici que les sages indiens pratiquent. Au départ, je voulais mettre les sages indiens conseils, mais automatiquement, comme j'ai traduit de mot à mot, et j'ai trouvé très intéressant. Les sages indiens ne vous conseillent pas que vous faites le yoga, vous pratiquez la méditation, vous faites l'Ayurveda. Ils ont simplement dit, les sages indiens, eux, ils pratiquent. Et par cela, quelque part, ils nous donnent un exemple. Et je pense que l'exemple, c'est la meilleure façon d'éduquer quelqu'un. Ou donner, quand vous donnez un exemple, tout de suite, les choses deviennent plus efficaces, au lieu de simplement donner l'ordre ou la parole. Bien sûr, tout le monde va vous dire, et moi je vais faire que répéter, il y a une interrelation du microcosme et du macrocosme. Mais quand même, c'est difficile de comprendre éther, air, feu, eau et la terre. On les appelle les 5 éléments ou les Panchamahabhuta, les grands éléments. L'éther Akasha, subtil et immense, telle immensité que nous ne comprenons même pas. L'air, élément air, c'est le mouvement. Partout, ça va être présent. Et chez l'être humain, l'élément air va nous donner la mobilité, le mouvement. L'élément air va nous donner aussi l'imaginaire. L'élément air va nous donner aussi prana, cette énergie de la vie. Agni, l'élément feu. Cet élément feu nous donne la chaleur, bien sûr, mais va nous donner aussi l'enthousiasme. Et quand le feu s'éteint, c'est notre courage, notre enthousiasme, notre volonté diminue. Moi, j'ai connu un médecin ayurvédique qui, j'ai trouvé bizarre, parce qu'il se consacrait
tout de suite que sur l'élément feu ou Agni. Alors au départ, avec toutes les pratiques qu'on connaît, on trouve ça amusant, que pas de purification, pas de ceci, pas de cela. Mais j'ai trouvé très intéressant après coup, parce qu'il m'a expliqué que le corps humain et l'être humain est capable de tout faire. Simplement, donnez-lui des paroles nécessaires, le courage nécessaire, et même la nourriture ou des médicaments nécessaires par lesquels son feu s'allume plus, c'est-à-dire il trouve l'enthousiasme. Et simplement en trouvant l'enthousiasme, la vie va changer, il va trouver la solution. J'ai encore quelques minutes pour parler. Alors, j'ai eu la chance de médecin pratique à un moment donné ici à Paris même. Un jour, on m'amène une jeune femme enceinte, c'est sa tante qui m'amène. Elle avait 26 ans et comme elle était enceinte et en même temps très très déprimée, elle avait envie de se suicider. On ne pouvait pas donner des médicaments forts contre la déprime. Et ils avaient essayé de faire l'effort, mais rien ne passait. Elle avait des yeux qui étaient grands ouverts, qui ne voyaient presque rien, bouger comme si sans vie. J'ai écouté l'histoire par sa tante. J'ai essayé de poser une ou deux questions à cette jeune femme enceinte qui ne m'a presque rien dit. Et puis, d'un seul coup, j'ai vu que sur un coin de ma pièce, il y avait une lampe de quille, une bougie qui était allumée. Et de temps en temps, son regard allait vers ça. Et tout de suite, je me suis dit, j'ai trouvé la solution. Selon cet ancien médecin ayurvédique, l'élément feu, l'élément lumière qui va m'aider. Alors j'ai juste demandé si elle aimait regarder la bougie allumée. Tout de suite, elle dit, non, 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 je regardais juste simplement comme ça. Après, j'ai pris le temps de dire à sa tante que je voulais la patiente toute seule. Et puis, je n'ai pas pris beaucoup de temps. J'ai dit, mademoiselle, madame, si vous avez envie d'aller mieux, c'est possible. Je vais vous demander une simple petite chose. Chez vous, allumez une petite bougie et de temps en temps, regardez la flamme. Et si vous avez la possibilité, c'était la période de l'hiver, avoir une cheminée chez vous, simplement regardez les flammes de la cheminée et respirez tranquillement. Et si cela vous convient, téléphonez-moi dans quelques jours et après on verra. Et à ma grande surprise, dans 3-4 jours, elle m'a téléphoné en disant qu'elle se sentait mieux. Et bien sûr, après on a commencé par les massages ayurvédiques, par le yoga, par la respiration et différentes choses. Et puis, comme toutes les histoires devaient terminer d'une façon merveilleuse, c'était aussi la même chose. Au bout du 9e mois, quand elle a accouché, le jour J de l'accouchement, son petit ami qui l'avait quitté, mais quand elle était tombée enceinte, il est revenu le jour même, et voilà. Après, je n'ai pas de nouvelles, je veux dire de bonnes nouvelles. Mais, simplement pour vous dire, le feu, élément lumière, ici c'est un peu symbolique. Dans l'Ayurveda, on va parler, il y a 13 feux dans l'Ayurveda, dont le premier des feux, c'est le feu digestif. Et le feu digestif a cette grande capacité de digérer. Bien sûr, on va comparer si on est de la médecine allopathique et tout. Ah bon, peut-être que ça parle du jus gastrique, que ça parle de telle sécrétion glandulaire, telle autre. Tout cela, c'est vrai aussi. Mais le feu digestif, dit l'Ayurveda, qui est capable de digérer ce qui vient de l'extérieur vers vous
et qui va séparer dans deux parties. D'un côté, ça va appeler ça rasa, veut dire le jus nourricier qui va vous nourrir, et deuxièmement, les malas, veut dire les éliminations. D'une façon classique, quand vous mangez, bien sûr, une partie qui est digérée, qui va continuer son chemin, et une autre partie, les selles, les urines, la transpiration ou des excrétions extérieures. Mais, dit l'Ayurveda, tout ce qui vient de l'extérieur, comme tout à l'heure dans le film je disais, même quand vous écoutez une belle musique, ou même les marteaux-piqueurs à l'extérieur, dans le milieu parisien, c'est une expérience presque quotidienne dans notre cerveau. Tout cela, ça va affecter et une partie sera absorbée, une partie sera éliminée. Mais si, dit l'Ayurveda, la partie qui n'est pas bon, et si ça entre dans notre organisme, par exemple dans la nourriture, ce qui n'est pas bon, et ça vient vers vous, ça va vous poser des problèmes de santé. De même, des bruits nuisibles, si ça entre dans votre système, ça va vous poser des ennuis. Des images aussi. Et puis, l'atmosphère générale. Avec qui vous travaillez, comment vous travaillez, tout cela aussi va vous affecter. Mais on reviendra. Apas, élément eau, qui est magnifique quand on regarde, mais l'eau, selon l'Ayurveda, sera liée avec les sentiments, avec le côté affectif, avec l'émotionnel. Et le grand problème de l'émotionnel, quand tout va bien, quand on est amoureux, tout va bien, toute la vie est merveilleuse. Mais un jour, quand l'émotionnel commence à tomber, c'est comme l'eau, ça va chercher le niveau le plus bas. Le premier jour, on va dire, rien ne va. Deuxième jour, on va dire, ah mais moi je suis bon à rien. Troisième jour, on va aller encore plus en plus vers le bas. Et parce que l'émotionnel est lié avec ça. Deuxièmement, dans toutes les civilisations du monde, l'amour, c'est une des énergies la plus fantastique qui existe et qui touche notre émotionnel, qui touche notre cœur. Et on a envie de capter ça, on a envie de mettre ça avec nous. On va mettre des alliances, on va faire une grande cérémonie pour déclarer à tout le monde que voilà, il faut que cet amour, ça dure. Mais votre bague, si vous mettez dans l'eau, l'eau passe à travers. Vous n'arrivez pas à capter l'eau. Et pourtant, depuis des milliers d'années de nos civilisations, on pense qu'avec mettant une bague, on va capter cet amour pour toujours. Ça, c'est lié avec l'élément eau. La terre, c'est la stabilité, c'est l'immobilité, c'est l'enracinement, exactement comme les arbres, comme les plantes. C'est cela que ça va nous donner. Les 5 éléments dans l'homme, on va les appeler dans l'Ayurveda comme Kapha, Pitta, Vata. Vata, c'est l'élément air et éther qui donne la légèreté, le mouvement. Pitta, cela donne la colère d'un côté avec l'élément feu. Cela va nous donner aussi l'intelligence. Cela va nous donner aussi l'amour de la musique, de l'art, etc. Mais très souvent, comme disent des textes ayurvédiques, la personne Pitta, c'est celui ou celle qui est intelligent, mais aime bien voir les petits défauts des autres. J'espère que vous n'avez jamais rencontré des gens comme ça. Kapha, c'est l'élément terre qui prédomine. Et ça, c'est la lourdeur, c'est la personne est enrobée, mais la personne est stable. Prakriti, ou bien notre nature profonde. Quelque part, nous sommes tous pareils, dit l'Ayurveda, et quelque part, nous sommes tous différents. Mais malgré cela, dit l'Ayurveda, nous sommes tous comme des icebergs. Il y a une petite partie de nous
qui est visible, alors qu'il y a une grande partie de nous qui reste invisible. Et ce côté invisible de nous, ce côté subconscient, ce côté inconscient, a une action directe sur nous. Et cela s'est expliqué dans la théorie des 5 corps. Le premier corps, c'est le corps physique, puis après, petit à petit. Mais je saute de cette partie-là, il y a de différentes couches. Mais quelle que soit notre philosophie, l'Ayurveda va dire, quelle que soit la méthode dans le monde, ça va toujours dépendre de 3 vecteurs. Ahara, ou la diététique, Vihara, ou mode de vie, ou lifestyle, et Manovyapara, ou l'état d'esprit, le mental. La nutrition sera le premier des vecteurs qui est très important. Il faut savoir ce qu'il faut manger, comment faut-il manger, comment faut-il faire. On va revenir dans quelques instants si on a le temps. Vihara, mode de vie, comment vous vivez la vie, à quelle heure vous vous levez, à quelle heure vous vous couchez, avec qui vous vivez, dans quelle ville ou dans quel endroit vous vivez, avec quelle sorte de personnes que vous travaillez, quel travail que vous faites. Parce que tout cela va affecter votre vie au niveau de votre émotionnel, au niveau de votre santé et véritablement ce que vous êtes. Manovyapara, c'est l'état d'esprit, le mental. Quelles sont les pensées qui vivent dans votre esprit? Quelles sont les pensées qui restent dans votre tête? Parce que on a envie de dire que notre maison est privée. On ne laisse entrer personne chez nous, sauf des amis. Les personnes qui viennent nous visiter viennent jusqu'à notre salon. Des fois, la salle à manger. Mais très souvent, ça arrête là. Alors que les pensées, n'importe quelle pensée, comme nos téléphones portables on arrive à les éteindre. Hein? Mais ça vient n'importe quel instant. Et cela nous dérange, cela nous perturbe. Et c'est pourquoi on va dire que les pensées sont tout le temps présentes, tout le temps là sans nous demander notre permission. Alors que si on a envie d'être indépendant, il faut qu'on soit capable de lire aux pensées. Là, vous pouvez venir, là, vous ne pouvez pas venir. C'est-à-dire qu'il faut savoir contrôler les pensées, maîtriser les pensées. Peut-être qu'on va faire un petit exercice là-dessus. Ahara, la diététique. Mais avant ça, il y a aussi une 4e règle qui est très bien. Je sais ce qui est bon pour moi et pourtant je ne le fais pas. Très souvent, on sait ce qui est bon pour soi et on ne le fait pas. Et on sait aussi très souvent ce qui n'est pas bon pour soi et pourtant on le fait et après on regrette. On sait que telle phrase, à tel moment donné, à telle personne, je ne dois surtout pas prononcer. Et qu'est-ce qui va se passer? Tout de suite, on va prononcer ça comme la première phrase. Peut-être que ça ne nous arrive jamais, hein? Vous êtes très sage, mais moi ça m'arrive très souvent. La diététique, alimentation ayurvédique est équilibrée du point de vue peut-être science occidentale, oui ou non, je n'en sais rien, mais ça compose de légumes, légumineuses et céréales. L'Ayurveda n'est pas fondamentalement végétarien, mais l'Ayurveda va nous dire que pour la santé, dans les cas de maladie, il vaut mieux être végétarien. Vihara, lifestyle, le mode de vie, comment vous vivez la vie, comment vous commencez la matinée. Les Indiens sont un peu bizarres, ça s'appelle Surya Namaskar, la salutation au soleil. Hein? Il se plie dans 4, vous voyez, d'une façon bizarre. 12 positions pour dire salut au soleil. Hein? Si j'étais américain, je dirais hi soleil. Hein? De loin, et ça suffirait de dire que c'est la salutation. Hein? Bon. À la française, je ne peux pas aller faire une bise au soleil, hein? Mais pourquoi pas? Mais l'Inde
trouve aussi ces exercices bizarroïdes tous les matins, tous les soirs, qu'on appelle les postures de yoga. Et on dit que cela nous fait du bien. Je pense que c'est vrai. Vous n'avez qu'à l'expérimenter. Bien sûr, quand vous serez un peu plus avancé, vous serez comme ça. Après, l'Ayurveda va nous parler du massage, pas seulement pour la santé du corps, mais pour la beauté, pour la lumière du corps. Il utilise le mot lumière du corps, mais en réalité, ce mot lumière du corps n'est rien d'autre que l'immunité du corps. Plus en plus cette lumière du corps qui augmente, je me suis rendu compte, plus en plus cette sorte d'immunité de la personne qui augmente. Et pour les thérapeutes, surtout comme on a tous envie de, vous m'excusez le mot, j'étais en train de jouer les thérapeutes, hein, non, vous êtes des thérapeutes. Hein. Des fois, moi, je joue thérapeute. Mais pour être thérapeute, il faut que notre lumière, notre aura, soit assez développée pour que nous-mêmes, on ne tombe pas malade, mais en même temps, simplement par notre présence, on arrive à faire du bien à notre patient. Bien sûr, on a vu des massages très intéressants dans le film d'Isabelle, avec le massage avec du violet, le massage avec Shirodhara, etc., qui était très très bien. Très souvent, sans savoir, dans les traditions, on ne voit pas. Mais là, j'ai voulu juste vous montrer, on pose les deux mains sur la colonne vertébrale, ou entre les omoplates, qui est juste derrière le cœur, et en faisant presque le geste des mains, des doigts qui forment le cœur. Et dans le massage, on va dire que ça doit commencer par le cœur, ça doit terminer par le cœur. Quelque part, on va dire que c'est la circulation sanguine. D'autre part, on va aussi dire que finalement, si l'émotionnel participe, si l'énergie du cœur, cela tout de suite dit que l'énergie de l'amour, l'énergie de l'harmonie. Si ces deux énergies nous accompagnent, finalement, moitié du travail est déjà fait. Picholi, c'est un massage à quatre mains, c'est presque une danse des mains sur le corps avec plein d'huile, et cela vous donne un équilibre très intéressant. Shashti Shalipin de Suède, vous avez retenu le nom, j'espère, mais ce n'est rien d'autre que le massage avec du violet, qu'on a vu surtout dans les cas de paraplégie, dans les cas de dépression, dans le cas de problèmes d'articulation. C'est exceptionnellement intéressant. Bien sûr, ce violet, c'est sans sucre. N'ayez pas envie de manger ça. Shirodhara, c'est un petit filet d'huile qui aide sur le front, qui apaise le mental d'une façon générale pour tout le monde. Mais de nouveau, ce traitement est beaucoup plus efficace dans les cas de paraplégie, dans les cas de schizophrénie ou épilepsie, et des choses comme ça. Même dans les hôpitaux indiens, on utilise très régulièrement. Et puis le kansu, ce massage avec massage de plantes de pied avec le bol, qui est un alliage du cuivre, de zinc, un tout petit peu d'étain et peut-être touche homéopathique de l'or et de l'argent. Méditation doit faire partie intégrante de notre vie quotidienne, mais quelque part, ça doit nous accompagner pour se comprendre. Parce que si on ne se connaît pas, c'est toujours beaucoup plus difficile. Hein? Si vous ne savez pas qui vous êtes, pourquoi vous êtes, la question, c'est difficile. Mais c'est pourquoi aussi, dans tout à l'heure, le point d'interrogation d'un côté, on a vu, et d'autre part, dans la pratique de l'Ayurveda ou les philosophies indiennes, très très souvent la question
d'un côté de zéro, c'est-à-dire pouvoir vider le mental et être dans le silence, et d'autre part l'infini, cette énergie inépuisable, immense, qu'il faut trouver ou qu'il faut connaître. Pour cela, dans la vie, d'une façon normale, l'Ayurveda a donné une petite théorie de base. Vous y croyez ou n'y croyez pas, ce n'est pas un problème, mais l'Ayurveda va nous dire que la plupart des gens, sans savoir, les adultes cherchent ces 4 choses. Artha, les finances, prospérité, les biens du monde. Kama, désir, sexualité, procréation, vie de famille. Dharma, vivre selon la loi éternelle, objectif le plus noble, et puis bien de la société. Et quelque part, sans savoir, on cherche aussi la libération, la liberté, la recherche spirituelle. Et pour cela, on considère que ça doit commencer dès l'enfance, dès l'âge de 7 ans à 8 ans. Et autrefois, cet enseignement était donné loin des grandes villes, dans un endroit calme et paisible, où il y a des chants des oiseaux, où il y a les rivières, où la nature bien présente. Et les enseignants eux-mêmes avaient une réalisation spirituelle de haut niveau. Ils avaient la connaissance, discipline. Bien sûr, beaucoup plus tard, c'est venu vers les villes. Mais dans toute éducation, selon les textes anciens, la première chose à enseigner, c'était l'hygiène de la vie. Bien sûr, aujourd'hui aussi, on fait comment laver les dents, mais il y avait aussi comment laver la langue, comment art et maîtrise du sommeil. J'ai écrit presque automatiquement, mais beaucoup plus tard, quand j'ai pensé, parce qu'il y a une phrase dans l'Ayurveda qui dit que quels sont les premiers médicaments et qui resteront même les derniers des médicaments pour n'importe quelle maladie. Et cela dit, Vali et Nidra. Vali veut dire l'eau tiède, et Nidra veut dire sommeil. Quelle que soit votre maladie, vous donnez ces 2 choses et vous êtes déjà sur le chemin de guérison. Bien sûr, Nidra, ou même Yoga Nidra dans la pratique indienne, ou l'hypnose, qui est tout à fait dans ce chemin-là. Et l'eau tiède, l'eau chaude, l'eau simple, c'est un grand sport, quel que soit le sport. Autrefois, il y avait cet art de monter le cheval ou conduire les éléphants et les chameaux. Maintenant, peut-être que c'est des poids lourds à conduire, je ne sais pas comment on va traduire, ou les avions, mais j'ai trouvé ça intéressant que ça faisait partie des activités de l'époque. Mais en même temps, il y a 5000 ans, quand ils écrivent que l'éducation artistique et esthétique a autant d'importance que la peinture, la sculpture, la musique, la danse, la poésie. Il faut connaître les fleurs, il faut connaître les parfums. Ah oui, ça, on ne nous enseigne pas dans les écoles. Mais la science, ou disons l'art de parfum, il était très développé, et l'art dramatique, ou jouer le jeu, et puis les textes sacrés, les Védas, Upanishads, et puis voilà, Pierre Janvier qui est là, qui va nous dire que si on prononce les Védas et il s'inscrit, notre matière grise reste intacte. En même ça augmente, voilà, merci Pierre. Puis science de la raison, de la grammaire, philosophie et psychologie. Jusqu'à ce que je n'ai pas appris l'Ayurveda, je me posais toujours la question à quoi servait ça. Mais finalement, je me suis rendu compte que finalement, ça servait à avoir une bonne santé, comprendre la philosophie. Des fois, quand on est debout dans la grande queue, soit à l'aéroport, soit au bureau de la poste ou ailleurs, on se pose la question, mais quelle est la différence entre la personne devant vous et derrière? Je me dis toujours que je connais la philosophie indienne, alors que le devant moi, il ne connaît pas. Et puis,
je me sens beaucoup mieux. Sinon, on est tous les deux au même niveau. Hein. Science et art du débat. C'est très important parce que l'Ayurveda insiste que n'importe quel sujet que vous devez dire, il faut avoir la capacité de cette sorte de thèse, prononcer une antithèse. Il faut pouvoir dire quelque chose que ce n'est pas vrai. Et après, il faut développer la capacité de faire la synthèse des deux. Et une fois que la synthèse est là, ça devient encore une fois une thèse. Alors il faut de nouveau faire une antithèse vis-à-vis de votre nouvelle thèse. Et ainsi de suite, vous continuez cérébralement. Et je pense que ça va aussi augmenter la matière grise, qui sait. Développement de la capacité de comprendre la complexité des choses et de la faire facilement comprendre aux autres par des exemples simples. Tout un travail. Il faut que vous et moi, on soit capables de comprendre des choses bien complexes. Mais quand cela nous revient à nous, d'expliquer aux autres, il faut qu'on soit capable de donner des exemples simples pour faire comprendre cette complexité. Ça, c'était les bases de l'éducation à l'époque. Avant de pénétrer dans le monde des adultes, chaque élève devait passer par l'apprentissage des différents métiers, que ce soit dans les champs, élevage des vaches, des chevaux, ou apprendre la menuiserie, ferronnerie et même bijouterie. Parce que beaucoup plus tard, dans les textes ayurvédiques, pour la santé, on va vous renvoyer vers ça. Quand vous n'êtes pas bien physiquement ou émotionnellement, on va vous dire, allez vers les champs, passez quelques jours avec les vaches et avec cela, peut-être ça va vous guérir plus facilement que simplement aller dans les hôpitaux, vous enfermer dans les 4 murs et avoir des perfusions des choses. Je n'en sais rien. Alors, après vient l'âge adulte. L'âge adulte, c'est vraiment fait pour vivre 25 à 50 ans, il faut éliminer 50 ans. Maintenant, on est tous jeunes jusqu'à minimum 70 ans. Se marier, gagner sa vie, vivre sa sexualité, mais surtout, ça m'a plu qu'il faut endosser ses responsabilités financières, familiales, écologiques et culturelles. Je n'ai pas mis exprès parce que c'est la période préélectorale, mais un texte ayurvédique qui dit être au chômage, c'était une maladie de la société et c'est une maladie très dangereuse. Mais c'est intéressant je ne pense pas qu'il y a 5000 ans il y avait du chômage, mais malgré ça, le mot existe quand un être adulte qui est capable de travailler, qui ne travaille pas, etc., finalement, j'ai mis. Mais l'âge adulte, c'est fait pour réaliser tout ce qu'on a envie de réaliser par ses propres efforts pour vivre ses rêves. Et puis après, on devient à la recherche intérieure et spirituelle. Et finalement, l'Ayurveda nous dit que dans les cas des maladies ou dans le cas du bien-être, dans les deux cas, ce qui est la chose la plus importante, c'est respirer, se relaxer, recueillement, puis écologie intérieure et extérieure qu'il faut développer de plus en plus. Parce que la santé de l'homme est le reflet de la santé de la terre. Parler avec la nature. Parce que je pense qu'ils avaient compris que l'être humain ne comprenait pas l'autre humain. Non, je ne sais rien. Mais détente et essayer d'être en harmonie avec son fort intérieur, se ressourcer. Et voilà, vous avez atteint d'être le Bouddha. Merci beaucoup. On va tous prononcer le son O ensemble. Alors, ça fait O. Alors au départ, je vous explique. Om, ça fait 3 syllabes.
ou même, ça représente aussi trinité de l'espace, la longueur, la largeur, la hauteur. Ça représente aussi la trinité du temps, passé, présent et futur. Et puis quand on va prononcer avec le mot qui va, en réalité, on est censé aller au-delà de tout cela. Mais avant ça, c'était partie de notre atelier que j'avais mis ça. Si vous voulez qu'on pose des questions et tout ça, on commence avec quelques exercices tout de suite. D'accord, on fait quelques exercices tout de suite? Oui. Alors, j'ai choisi ce son Om comme un des premiers exercices. Et d'ailleurs, c'est un mot, c'est un son qui a été utilisé depuis centaines d'années, milliers d'années, pour représenter un côté mystique, un côté occulte, un côté au-delà. C'est vrai que des fois on se pose des questions, pourquoi? Mais il y a, s'il faut donner un nom au Dieu, monsieur, comment vous appelez? Alors, monsieur le Dieu, comment vous vous appelez? Je pense qu'il doit dire Om. On dit non, parmi beaucoup d'autres, non, on pourrait dire. Hein. Mais comme en Inde, ce nom a été utilisé depuis centaines et des milliers d'années, bien sûr, ça perd la valeur. Comme Isabelle, on l'appelle depuis quelques dizaines d'années, Isabelle. Alors maintenant, dès qu'on dit Isabelle, elle tourne la tête. Et puis, comme ça, en Inde, depuis quelques 10 000 ans, Om, on se prononce, et je pense que s'il y a le bon Dieu qui existe, il va tourner vers nous, hein, si vous le croyez. L'autre jour, les jeunes qui faisaient des blagues en Inde, et ça j'ai regardé et j'ai dit, c'est intéressant, parce que quelque part, on dit en Inde que c'est un des pays où il y a beaucoup de spiritualité. Alors un jeune qui m'a expliqué, je vais vous expliquer par une blague, il m'a dit. J'ai dit, ah bon, comment? Il dit, voilà, je suis allé vers les États-Unis, là-bas, finalement, dans une église spécialisée, il y avait un téléphone en or. Et c'était écrit, communication directe avec le Dieu, prix de communication, $1000. Donc bien sûr, c'est un peu cher, mais quand même, si c'est la communication directe, pourquoi pas? Puis après, dans un autre pays, c'était à peu près au Japon, puis en Chine, ailleurs, c'est toujours le même sort de téléphone en or, et écrit communication directe comme ça. Puis finalement, le voyageur vient en Inde, et il voit le même sort de téléphone, et de nouveau, il regarde, mais en bas, c'était écrit le prix de communication 1 roupie. Alors il est surpris, 1 roupie veut dire 1/60 d'euro. Parce qu'1 euro égale 60 roupies. Alors le voyageur qui dit, mais comment ça se fait qu'ici, le prix de cette communication au Dieu, c'est si peu? Alors la personne qui s'occupait, il dit, ah non, c'est normal, it's a local call. C'est pas très loin. C'est le téléphone. Alors voilà. Finalement, il faut que ce soit un local call pour nous tous. Ce son Om est une de cette identité extraordinaire. Asseyez-vous, le dos bien droit, la colonne vertébrale bien étirée vers le haut. 2 ou 3 respirations profondes et normales. Les respirations normales, régulières. Fermez les yeux
ouvrez les yeux. Fermez les yeux et puis prenez une grande inspiration et puis expirez doucement. La main droite, vous prenez l'annulaire, les yeux sont fermés, vous posez votre annulaire sur le nombril. Inspirez et vous allez prononcer le son E. Maintenant, deux doigts plus bas que le nombril, vous posez l'annulaire et le majeur de la main droite et cette fois-ci, vous prononcez le son A. Inspirez. Quatre doigts plus bas que le nombril, vous posez simplement l'annulaire et vous prononcez le son I. Les 5 doigts de la main droite, vous posez sur le plexus solaire et prononcez le son OU. Maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux, posez le point central de la main au niveau du plexus solaire, les 3 doigts, l'index, le majeur et l'annulaire sur le cœur, le pouce sur le sternum et puis auriculaire, le petit doigt posé, indiqué vers le nombril. Et cette fois-ci, on va prononcer le son O. L'annulaire et le majeur au niveau de la gorge, on va prononcer le son nasal M. L'index et le majeur entre les sourcils sur le front, on va prononcer le son La main gauche au sommet de la tête, la main droite au niveau du cœur, et nous allons prononcer le son Maintenant, le son O sera très long, alors que M sera tout court. Et puis, la durée O et M égale. Et maintenant, le son nasal M doit être plus long. Ouvrez les yeux, posez les mains sur les oreilles, relâchez les mains, posez les mains
prononçant le son nasal ma. Et puis, frotter les deux mains, chauffer les deux mains et augmenter l'énergie des deux mains. Et vous allez applaudir juste 12 fois. Ça va augmenter votre énergie intérieure. Et posez les mains sur les yeux fermés. Les yeux sont fermés. Les paumes des mains couvrent les yeux fermés. Ne pas appuyer sur les globes oculaires, simplement créer le noir. Prenez conscience de la main droite. Prenez conscience du pouce de la main droite. Cela représente l'élément éther, le ciel. Prenez conscience de l'index. Cela représente l'élément air. Prenez conscience du majeur de la main droite, représentant l'élément feu ou lumière. Et puis l'annulaire, c'est l'élément eau. Auriculaire, l'élément terre. Prenez conscience de la paume de la main qui a une énergie de guérison. Prenez conscience de l'œil droit qui reçoit cette énergie, qui reçoit ce magnétisme, qui reçoit cette chaleur ou la fraîcheur. Et l'œil droit se détend, se relaxe, se calme. Maintenant, prenez conscience du côté gauche, la main gauche, le pouce, l'élément éther, l'index, l'élément air, le majeur, l'élément feu, auriculaire, annulaire, l'élément eau, et auriculaire, l'élément terre. La paume de la main donne cette énergie de guérison à l'œil gauche qui reçoit cette énergie, et l'œil gauche se détend, se relaxe, se calme. Les deux yeux se détendent, les deux yeux se relaxent, les deux yeux se calment. Les yeux pour voir extérieur, les yeux pour voir intérieur. La vision extérieure et la vision intérieure. Laissez le calme se développer. Très doucement. Une grande inspiration, puis expirer et caresser le front, le visage. Les épaules, et puis très doucement relâchez les bras et ouvrez les yeux doucement. Tournez la tête légèrement vers le côté droit, légèrement vers le côté gauche, légèrement vers le haut, légèrement vers le bas, et puis de nouveau en face. Regardez de près, regardez de loin. Oui, déjà, on n'a pas changé la lumière, hein, mais malgré ça, ça me semble que c'est beaucoup plus illuminé, beaucoup plus de lumière. Encore une grande inspiration, et puis expirez profondément.
la respiration est intimement liée à nos pensées, ou d'ailleurs à notre mental ou esprit. Quand on est en colère, notre respiration est saccadée. Par contre, si vous êtes en colère et si vous faites 12 respirations profondes, et après, si vous devez continuer à être en colère, ça va être difficile. Finalement, dans l'Ayurveda, on dit que chaque état d'âme a une respiration particulière. Tel sentiment a une telle respiration. L'Ayurveda allait encore plus profond et a fait des études approfondies de la respiration par la narine droite et la respiration par la narine gauche. Par exemple, quand vous êtes en train de donner un ordre à quelqu'un, faites ceci, faites cela, ou quand vous jouez le chef, le responsable, vous êtes en train de respirer beaucoup plus par la narine droite. Au contraire, quand vous êtes en train de recevoir des ordres ou quand vous êtes dans une réceptivité, quand vous êtes calme et paisible, la narine gauche sera beaucoup plus active, disent les médecins ayurvédiques. De toute façon, selon les médecins ayurvédiques, cette respiration de la droite, narine droite, de la narine gauche, ça va changer toutes les 15 minutes, toutes les 20 minutes. Parce que cela change aussi les canaux d'énergie, Ida et Pingala, dans le corps, qui sont des sortes des axes, sortes de polarités. Et chaque être humain va jouer les deux polarités à un moment donné. Mais ce qui est très intéressant, par exemple, si vous, aujourd'hui, vous avez voulu venir ici, et si vous aviez un chef ou quelqu'un à qui vous devriez demander la permission que voilà, tel jour, il faut que je sois là dans la conférence avec Isabelle, Célestin, et alors à ce moment-là, quand vous demandez à votre chef, vous devez respirer par la narine droite. Et votre chef doit respirer par la narine gauche. À ce moment-là, ça passe parfaitement bien. Si tous les deux respirent par la narine droite, ça va faire des étincelles. Alors, il faut combiner les respirations. Alors, c'est pourquoi l'histoire des respirations va jouer un rôle très important, mais après, les mêmes médecins ont fait des recherches, d'ailleurs j'ai vu que certaines de ces recherches ont repris en Inde. Même chaque maladie a une respiration. Par exemple, considérons que vous êtes, je ne sais pas, choléra, une maladie exotique, parce que très souvent, tous les virus viennent de l'extérieur. Je n'ai jamais entendu parler de virus français. C'est toujours chinois, espagnol, le pays de l'Est. Mais ce n'est jamais un virus qui vient de bactéries qui vient de France ou des États-Unis ou du Canada. C'est pareil au Canada ou... Oui, c'est toujours ça vient de pays exotiques, très souvent. Bon, c'est pas grave. Mais chaque maladie a une respiration, dit l'Ayurveda, et pour l'existence de cette maladie, il faut qu'elle respire de telle manière. Alors si on perturbe la respiration, finalement la maladie ne peut pas exister. Bien sûr, si vous êtes malade de quelque chose et vous êtes en train de respirer par un certain rythme de narine gauche, 70%, narine droite, 30%, temps de respiration par minute, vous voyez, je vous donne un exemple. Et au lieu de cela, si vous faites faire une respiration différente, dit cette théorie, la pauvre maladie sera perturbée. Et elle sera tellement perturbée qu'elle sera obligée de nous quitter. Et elle va s'en aller. Ça semble aussi simple que ça,
Mais ils ont expérimenté et ils ont vu que finalement ça va donner des bons résultats parce que chaque maladie avait un rythme, un pattern comme ils disent. Quelle est la traduction juste du mot? Patron. Oui, voilà. Un schéma, oui. Et alors c'est pourquoi travailler sur la respiration aussi est un bon travail et on pourrait toujours étudier tout cela. Voilà, merci, le temps passe vite et oui, je vous ai déjà fait applaudir parce que j'avais peur que vous m'applaudissiez. Dans le pays indemnisé de la péninsule indochinoise, dans le pays indemnisé de la péninsule indochinoise, on dit Mani, Padmé, Om. Oui. Et dans le Vietnam, dans la partie sinisée, on dit Namo Aziz Ahad. Oui. C'est tout ce que je sais de la prière. Mais c'est très bien. Quelle que soit la prière, hein, c'est la communication locale. Hein. Oui, bien. Pose des questions simples, bien. Ben, en fait, c'est un commentaire qui venait en vous entendant parler de la respiration, de l'importance de la respiration. En fait, c'est une étude qu'on a faite sur les émotions et la respiration et qu'on a eu beaucoup de mal à publier parce qu'on s'intéressait à cette fameuse théorie des émotions de William James ou le patron physiologique périphérique qui est absolument déterminant, incontournable pour la qualité émotionnelle. Alors qu'il y a tout un volet plutôt cognitiviste qui décrit l'activité périphérique comme simplement une espèce de rhéostat, de baromètre de l'intensité émotionnelle, mais qui n'a pas de qualité particulière, qui ne contribue pas de qualité particulière. Or, dans notre étude, on comparait différentes émotions primaires, colère, joie, tristesse et peur, et on trouvait effectivement un patron complexe qui nous permettait de distinguer les différentes émotions. Et ça, je pense que ça colle assez bien à ce que vous décrivez. On n'a pas mesuré la respiration de la narine droite ou gauche. Je ne sais pas si ça colle bien, mais ça me semble tout à fait compatible avec des visions modernes de la qualité émotionnelle et des états physiologiques quand même distinctifs du corps, je pense. Très bien. Merci beaucoup de ce témoignage. J'ai une question simple d'anesthésiste. Dans le film, les gens qui soignaient avaient les calottes et les masques. Quelle est la signification chez vous? Parce que pour nous, c'est une signification de stérilité. Alors, est-ce que ça a la même signification? Si, c'est la même signification. Parce que quand même, vous êtes... Même quand on n'ouvre pas les gens, seulement pour le soin. Pardon? Même quand on n'ouvre pas, on n'opère pas, quoi. Oui. Nos règles d'hygiène, bon, autrefois peut-être ils ne faisaient pas ça, mais on a dans les hôpitaux ayurvédiques, on essaye d'avoir les règles d'hygiène un petit peu comme dans tous les hôpitaux du monde, pour que, et aussi les soignants devaient aussi suivre ces règles-là. Ce n'est pas absolument obligatoire non plus, si vous voulez, mais quand même, ça fait du bien d'être dans certaines sortes de disciplines. Bon, dans les anciens textes, ce qu'on disait, c'est qu'un thérapeute, avant d'aller soigner les gens, se préparait, bien sûr, par les éliminations des selles, les urines, tout cela, mais après, il prenait les douches, il nettoyait ça la langue, il faisait un peu de yoga, de méditation, il préparait sa couche extérieure d'immunité et il essayait d'être très positif et joyeux, même si intérieurement il est un être humain, il pourrait avoir des hauts et des bas,
mais quand même, il faut qu'il arrive à créer cette sorte d'immunité extérieure avant d'aller traiter le patient. Mais très souvent, je dirais que ces méthodes extérieures nous rappellent sorte de, c'est comme un peu comme des codes de route, vous savez, les règles, comment conduire la voiture, même si on connaît les règles, mais ça fait du bien. Mais ici, c'était simplement, comment dire, dans le milieu hospitalier, ça faisait partie des soins. Moi, je voudrais faire un autre commentaire par rapport à ce que j'ai pu percevoir aussi en découvrant cet hôpital, c'était l'importance du contact. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point thérapeutes, médecins et patients se touchent. Alors par les massages, mais aussi en permanence, je trouvais qu'il y avait un lien qui était très important. Et c'est peut-être que le lien que je ferai avec l'hypnose, tout ce qu'on a entendu, c'est vrai que ça nous rappelle, pour reprendre la phrase de Toby Nathan, qu'on n'est pas seul au monde. Il y a d'autres conceptions du soin, de l'univers, du corps, ça n'est pas la nôtre, mais elle est vraiment très intéressante, cette conception-là. Vous avez vu la richesse de toute cette pratique et de toute cette philosophie. Un point important, c'est l'écothérapie. On voit bien à quel point il y a une écologie pour le patient qui est en rapport avec l'écologie extérieure. Et il faut vraiment nourrir les sens et relier la personne à l'extérieur, mais pas seulement à l'univers, aussi aux autres et à la nature qui est très présente par les plantes, par toute la sensorialité vraiment qui va être exacerbée. Et ce que j'ai trouvé aussi très intéressant quand j'ai découvert cette pratique et en continuant en travaillant avec Kiran, c'est de voir que finalement dans la thérapie, ce n'est pas le personnage qui est nourri. Si on purifie les sens, c'est vraiment la personne en tant que telle, c'est pas le masque social. C'est vraiment tout un travail sur la personne. Et le contact du médecin, toutes les techniques vont être là pour faire aussi émerger ce qu'est vraiment la personne. Merci. Oui. Bonjour, je me présente. Je suis le cerveau droit de Pierre Eric. Je suis tombé dans la chaise tout à l'heure parce que en vous écoutant et surtout en lisant le texte qui est dans votre mettez le micro devant vous. J'ai reconnu qu'une chose que je ne croyais pas, il y a probablement d'autres vies antérieures. Je ne crois pas ça. Mais je pense qu'à partir de maintenant, je crois. Parce que je m'aperçois que ma définition de l'hypnose tient des êtres. La mienne, c'est tout simplement la réinitialisation des 5 sens. C'est ce que vous dites en termes plus clairs. C'est que la pratique, pratiquer l'hypnose, mettre en évidence le travail thérapeutique consiste à amener l'individu à se repositionner dans son environnement. Et moi, je dis, je réinitialise les 5 sens de la personne. Je ne vais jamais plus loin que ça. Je n'ai jamais compris l'hypnose plus loin que ça. Mais j'écoutais ce que vous disiez, vous avez mis des liens entre mes fils conducteurs, mon cerveau droit, avec Pierre dans l'avion retour, pour pouvoir raffiner tout ça, réinitialiser. Et je suis vraiment sur le choc de voir la simplicité avec laquelle vous faites. C'est mon intérêt dans ma vie de toujours simplifier les choses. Puis vous l'avez fait d'une façon extraordinaire. Et je suis ici un petit peu sceptique là, parce que bon, je connais Isabelle depuis longtemps, puis je vais aller voir la commission qui termine. J'ai dit ça va être un niveau qu'on se connaît toujours. Et là, vous nous avez avec une simplicité totale. Et j'adore ça. Et je vous félicite. Je n'ai pas de questions. Pierre et Beau, c'est très bien pour moi. Bravo. Donc il va être temps de terminer cet atelier. Donc, je propose pendant le petit temps de pause, si vous avez encore d'autres questions, vous pouvez voir Kiran pendant ce temps de pause. Merci de votre attention. On va encore remercier une fois, peut-être applaudir tous, ou même si on veut un peu plus, Kiran pour vraiment cette brillante intervention et l'exercice qu'il nous a proposé si intéressant. Et je vous laisse décanter tout cela. C'est un pas de côté qui est proposé pour pouvoir ensuite se réajuster dans nos repères, dans notre culture
et intégrer certains de ces éléments à notre pratique ou à notre réflexion sur notre pratique. Encore une fois, merci. Merci beaucoup Isabelle, c'était vraiment une très grande joie d'être ici avec vous, ainsi qu'avec chacune d'entre vous, et surtout, pas seulement Pierre Trinville qui est devant moi, mais la réceptivité que vous possédez, c'est exceptionnel. C'était une grande joie, c'est vrai que c'est moi qui parlais, mais je recevais autant de votre côté par votre écoute très active que j'ai trouvée. C'était pas une écoute très souvent où on est un peu dans le monde des rêves ou ailleurs. C'était vraiment une très grande joie. Je prends l'opportunité de vous annoncer les 2 événements à Tapovan Normandie, un sur l'environnement, mais quand on parle de l'environnement, il y a des pédagogues, il y a des médecins, il y a des chercheurs, il y a des philosophes, tout le monde vient et participe, comme le professeur Belpom qui nous a parlé de cancer et l'environnement, où il y a Edgar Morin qui parle aussi, ou même des différentes sortes de choses. Et puis, sur l'Ayurveda, un colloque exceptionnel, 18-19 mai, en Normandie, avec les médecins ayurvédiques et les autres qui vont venir du Japon, des États-Unis et d'ailleurs. Et j'espère que Isabelle pourrait venir aussi. Comme ça, il y aura une grande rencontre. Je vois 1 ou 2 personnes parmi vous qui sont déjà venues et j'espère que chacune d'entre vous pouvez